Ce programme vous est présenté par la NEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir et bienvenue à tous dans la grande émission. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce nouveau numéro que l'on consacre majoritairement au génocide qui se déroule à Gaza et à son traitement médiatique dans les médias occidentaux et donc les médias mainstream. Quand le quatrième pouvoir se met au service de l'entité sioniste, on s'y intéresse ce soir. Restez avec nous, la grande émission, c'est maintenant. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir un grand ami de la chaîne qui revient à Alger après un long moment d'absence. Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très contente de vous avoir avec nous. Moi aussi. Alors, je rappelle qui vous êtes. Vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales. Donc, encore une fois, contente que vous soyez avec nous. Sofiane Baroudi nous a également rejoint ce soir. Sofiane, journaliste à 24 News, spécialiste aussi des questions internationales. Bonsoir, Sofiane. Bonsoir, Noah. Et puis Nariman est aussi avec nous. Bonsoir Nariman. Bonsoir Noad. Karim Bouaziz est également là. Bonsoir Karim. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc le décor est planté, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée. Nariman donc et Karim vont revenir sur quelques informations tout au long donc, de cette émission. Sans plus tarder, place à l'actu à la une. Et zoom ce soir sur deux actus que Karim Bouaziz a jugé utile de développer pour nous. Et on commence, Karim, avec Benyamin Netanyahou, source d'inquiétude même pour ses proches conseillers. En effet, Rafah, sous l'intensité des bombardements, surtout au niveau de sa périphérie, une furie sioniste avec des munitions américaines, françaises et allemandes. On le rappelle, des violents combats ont eu lieu donc au camp de Jabalia tout au long de cette semaine. Mais le contexte à Rafah a dévoilé surtout une crise avancée qui secoue le sommet du commandement militaro-sioniste. Des fractures sont à signaler qui touchent les pôles décisionnels donc, de la décision militaro-sioniste. Son responsable stratégique, par exemple, Yoram Amo, qu'on devrait voir à l'écran, par exemple, a démissionné dimanche. La raison, d'après les médias sionistes, eh bien, l'absence de décision de Netanyahou pour le lendemain de la guerre. La tension, bien entendu, n'est pas circonscrite qu'à cet individu. Preuve en est, d'après la chaîne sioniste Channel 13, Herzi Halevi, le chef d'état-major sioniste, a envoyé en catimini un message à Netanyahou, un message qui a été sorti par la presse, où il écrira « Tu persistes à revenir à l'action militaire parce que tu ne prends pas de décision, tu ne sais pas prendre de décision politique. » On le voit, l'ébranlement secoue tout l'édifice de l'administration coloniale et ce n'est pas fini. Gadi Chami, l'ex numéro 1 du département des opérations, qui accuse Netanyahou de profiter de la guerre en raison de visées politiques. L'entrée à Rafah est une question politique en raison de la crainte de Netanyahou de voir son gouvernement s'écrouler, a-t-il déclaré au quotidien Yediot Aharonot. Comme on peut le voir, donc, des militaires de haut rang qui sortent de leur silence et qui dévoilent leur désaccord avec Netanyahou sur la place publique pour dire que, justement, Netanyahou navigue à vue d'œil. Ajouté à ce tableau qui se lézarde, des familles de militaires et de prisonniers mobilisés qui se révoltent. Ce sont 600 familles qui ont écrit une lettre ouverte sur la radio militaire sioniste où elles disent ne plus faire confiance aux militaires gradés ni aux politiques. Ajouté à ces rassemblements, des mobilisations quotidiennes qui demandent le cessez-le-feu, l'arrêt des combats, le retour des prisonniers, des élections anticipées et surtout la démission de Netanyahou, toujours d'après des journalistes sionistes qui affirment que plusieurs de leurs soldats se seraient suicidés depuis le 7 octobre, certains pendant des combats rudes,
Preuve en est avec la journée de lundi. Durant toute une nuit, des hélicoptères de l'armée sioniste ont évacué vers les hôpitaux militaires des blessés, voire des morts. On signale plusieurs dizaines donc de morts. La résistance est farouche. Pourtant, Gamal Abina, depuis le début, on nous disait que le Hamas allait être vaincu. Le Hamas est vaincu, on le voit. On a l'impression que les militaires sionistes ne s'attendaient pas à avoir une résistance d'une telle ampleur. Déjà parce qu'il ne fallait pas être très malin pour croire qu'on pouvait vaincre une idée politique. Et surtout, ils avaient l'habitude, ces sionistes, de tuer des enfants qui jetaient les cailloux. Première intifada, 87, deuxième intifada. Quand on tue les enfants, c'est du tir au pigeon, c'est facile. Quand on tue des adolescents, c'est facile. Quand on envoie des bombardements récurrents sur Gaza sans y rentrer, c'est facile. Par contre, quand on affronte des hommes déterminés, qui n'ont rien à perdre, 17 ans de blocus quand même, des hommes qui sont chez eux, parce qu'on a tendance à oublier, il faut le répéter systématiquement, les Palestiniens sont chez eux, tués chez eux, et ce sont les envahisseurs occidentaux qui sont venus les tuer, eh bien, il s'est imaginé y aller tranquillement. Le problème, c'est qu'en face d'eux, ils ont des combattants. La nation arabe, depuis très longtemps, a élevé des combattants très farouches, qui ne baissent pas la garde, on l'a vu en Algérie aussi, et qui ne baisseront jamais la garde. Et de l'autre côté, stratégiquement, Netanyahou, qui est, j'appelle ça, moi je l'appelle le chien enragé, parce que franchement, on se demande s'il a un cerveau, ce monsieur qui croit qu'il est le peuple de la lumière, qu'est-ce qu'il fait ? Il oppose une population palestinienne qui le bombarde régulièrement, on a des crimes de guerre largement documentés, 5% de morts et blessés. Il oppose cette population palestinienne à son armée de génocidaires, parce qu'aujourd'hui on peut parler de génocide. Personne ne peut partir, ils sont bombardés sans défense, sans défense aérienne, sans abri anti-aérien, sans rien, quoi. Et pour autant, il les a concentrés dans le sud en imaginant que les combattants du Hamas, et les autres combattants palestiniens, parce que toutes les factions sont au combat, allaient rester dans le nord prendre des bombes. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ils se sont tous déplacés logiquement. Et à chaque fois qu'il déplacera les populations, les combattants les suivront, ce qui est logique. Ça rappelle en termes stratégiques l'émir Abdelkader qui avait Sasmala, de 30 000 personnes, civils, hommes et combattants, qui se déplaçaient d'un point à l'autre pour résister 17 ans contre la France. Et bien Netanyahou, qui est quelqu'un d'assez ignorant de l'histoire, aurait dû penser à cela avant d'agir. Aujourd'hui, il est coincé. Sofiane Baroudi, Benyamin Netanyahou persiste avec son offensive sur Rafah, alors qu'on le sait que l'opinion publique et la communauté internationale le lâchent progressivement. On va dire que l'offensive sur Rafah ne met pas juste dans l'embarras l'opinion publique internationale, mais surtout l'allié américain de Benyamin Netanyahou et de l'entité sioniste colonialiste, vu que l'attaque sur Rafah occasionnerait et occasionne déjà des tensions assez intenses avec le voisin égyptien. Et on parle déjà de la violation des fameux accords de Camp David, qui garantissent, si vous voulez, un cadre de paix minimal dans la région depuis 1979. Actuellement, après le début de cette offensive-là, après des dérapages assez importants, encore des dérapages dans le cadre des opérations génocidaires, il y a des tensions qui sont assez importantes et on va dire que les divisions s'approfondissent de plus en plus entre le gouvernement fasciste que dirige Benyamin Netanyahou et aussi le Parti démocrate dirigé par le président américain Joe Biden, qui hésite notamment à offrir une aide logistique et militaire maximale qui serait nécessaire justement pour conquérir ce qui reste, c'est-à-dire Rafah. En plus du fait que les objectifs stratégiques de la guerre génocidaire n'ont pas été atteints, comme le disait Gamal Abina, la résistance palestinienne tient encore le coup, comme le rappelait Karim, elle inflige toujours des défaites à l'armée d'occupation qui a, si vous voulez, engagé des moyens complètement disproportionnés. Et on note de plus en plus ce qui indigne l'opinion publique internationale, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des insurrections partout dans le monde contre ce génocide. Elle implique de plus en plus, si vous voulez, la nécessité ou alors la volonté d'élargir le conflit non seulement à l'Égypte, ce qui serait catastrophique pour toute la région méditerranéenne nord-africaine, et aussi, il faut le rappeler, au nord, parce qu'il y a aussi des attaques qualitatives de plus en plus importantes qui viennent du sud Liban, notamment du Hezbollah libanais. La dernière en date, c'était une attaque aérienne, ce qui est, à mon avis, et selon beaucoup d'analystes, du jamais vu, une attaque aérienne contre les environs de Tibériade. Et donc, on enregistre que le gouvernement fasciste veut à tout prix une escalade dans la région, ce qui le met dans l'embarras, ce qui crée des divisions internes et ce qui met aussi beaucoup dans l'embarras le gouvernement Biden qui est à l'approche d'élections capitales. Très bien. Justement, Sofiane, vous évoquiez les mouvements qui se sont soulevés dans le monde en soutien à la Palestine. Ça nous fait passer à notre deuxième actualité, Karim. L'histoire a toujours donné raison au mouvement étudiant. En effet, le mois de mai aux États-Unis est la période des graduations, vous savez, les fameuses cérémonies de remise de diplômes, moment solennel avec l'accoutrement de circonstances, toges et chapeaux en présence des familles qui ont voyagé parfois de l'autre partie du pays pour assister à ce moment qui leur a coûté tant de sacrifices. Les études sont très très chères aux États-Unis. Eh bien, cette année, ce rite de passage de certains campus risque d'être, spectaculaire. L'université de Harvard, de Georgia, de Columbia, de North Carolina, de Florida, un nombre croissant d'étudiants qui dédient publiquement leur diplôme aux Palestiniens qui ont perdu leur vie.
Les professeurs parfois font partie aussi des hommages. Et l'establishment s'inquiète. L'establishment s'inquiète. Comment donc canaliser ce phénomène? Eh bien, d'importants hommes d'affaires menacent les étudiants qui osent se mobiliser de ne pas les embaucher ou encore de les ficher à travers l'intelligence artificielle. Pour d'autres, ces pauvres d'esprit seraient manipulés par des cellules du Hamas, hein, c'est comme ça qu'on dit, le Hamas apparemment, nichés au sein des universités de Harvard et de Columbia. Rendez-vous compte, on regarde. We wouldn't look to bring folks like that into our company, and if those protests reflect the values of the campuses where they're doing it, we wouldn't be interested in recruiting students from those campuses. Every single image, even at night now, goes into an AI generator and will tell you who that individual is. These people are screwed. We will sue them, and we will get their dorm rooms taken away, and we will take their cars and their boom boxes, and we'll bankrupt them. We always knew that Hamas hides in schools. We just didn't realize that it's not only schools in Gaza, it's also Harvard, Columbia, and many elite universities. En effet, maintenant, le génocide à Gaza est admis par des ONG, admis par la CIJ et la CPI, mais aussi admis par des spécialistes. Encore un cette semaine, il s'appelle Raz Siegel, encore un juif antisémite sans doute. Il est surtout professeur agrégé à l'université de Stockton, il est spécialiste des génocides modernes, et il est spécialiste également des massacres au cours des conflits. Il dit « L'assaut sur Gaza est un cas d'école de génocide se déroulant sous nos yeux, je le dis en tant que spécialiste des génocides ». Pourtant, il ne faut pas s'y tromper, hein, le mouvement des étudiants en solidarité inquiète en haut lieu. Les analystes sérieux ne peuvent balayer d'un revers de main une rébellion d'une telle ampleur, c'est-à-dire celle qui atomise les universités américaines et européennes sur un même et seul sujet. C'est du jamais vu durant l'époque moderne. On fera bien sûr le parallèle avec l'opposition à la guerre du Vietnam ou les mouvements anti-apartheid, mais et aussi également celle des droits civiques. Le constat est sans appel lorsqu'on étudie ces phénomènes. Eh bien, à chaque fois, l'histoire leur a donné raison. Finalement, le problème est peut-être là, c'est d'avoir raison trop tôt, trop vite, trop précocement, car c'est bien connu, la jeunesse ne s'encombre pas de patience et finalement, peut-être la justice non plus, Gamal Abina. Tout à fait, mais dans tous les cas de figure, quand on entend ce genre de caricature, il faut savoir qu'en hébreu moderne, qui est une dégradation du vrai hébreu. Le vrai hébreu, il y a les ha, ha, tous ces sons, les 8 sons qu'on connaît en arabe étaient communs à l'hébreu traditionnel, ils ont remplacé par du ha. Et ce ha pour Hamas, dans leur hébreu, signifie démon, je crois, une tournure comme celle-là, pour les disqualifier. Donc c'est assez moche à entendre, évidemment, c'est très agressif dans leur parole, et en même temps, ils disqualifient les étudiants. Alors ils sont inquiets parce que c'est l'élite de la nation qui va émerger de toutes les grandes universités, Harvard, Columbia, tout ça, et ils sont inquiets parce que c'est le peuple qui parle. Ça rappelle effectivement par bien des égards ce qui s'est passé pendant le Vietnam, ça rappelle aussi en France, pendant la guerre d'Algérie, on l'oubliait, hein, les étudiants manifestaient, ça rappelle évidemment l'Afrique du Sud, ça rappelle effectivement les mouvements estudiantins qui étaient contre la barbarie, même nazie dans l'absolu, puisqu'il y a quand même eu des mouvements qui existaient. Et cette façon de les disqualifier, parce qu'ils veulent dire « nous avons raison, c'est des fous, ils ont tort, et en plus, ils sont islamistes », c'est juste une façon désespérée de vouloir retourner une opinion publique qui leur est totalement défavorable. Mais Gamal Abina, on va prendre l'exemple de la France maintenant. Le gouvernement français se livre à une diabolisation de ce mouvement étudiant de solidarité avec Gaza. Pourquoi est-ce que cette mobilisation étudiante pose autant de problèmes au gouvernement français ? Simplement parce qu'elle est massive. En règle générale, par rapport au mai 68, c'est bien les étudiants qui ont débarré. Et ensuite, il y a un effet de contagion. Et ils ne veulent pas de contagion. Si les ouvriers rentrent dans la danse, les syndicalistes et les partis politiques les plus modérés, on peut parler de modération, je parle de la LFI pour l'exemple ou des Verts, eh bien ça crée un bloc monolithique contre eux qui pourrait s'opposer à cette barbarie. La problématique, c'est quoi ? C'est que ceux qui sont les complices actifs des génocidaires sont les États-Unis. Rappelons tout de même qu'Israël est incapable de fabriquer une bombe. Ils n'ont pas de hauts fourneaux, ils n'ont pas d'usine pour faire du métal, ils n'ont rien de tout ça. Tout est fourni par les États-Unis, la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc quand on sait cela, et les étudiants le savent très bien, quand on connaît, c'est documenté, tous les mouvements comme ça ont compris que ceux qui alimentent la guerre et qui tuent du Palestinien, c'est l'Occidental qui veut maintenir cette base avancée au Moyen-Orient, eh bien ils sortent effectivement pour dire nous ne sommes pas d'accord. Il y a les enfants qui meurent, des milliers d'enfants, on conteste les chiffres des morts, c'est vous dire à quel point c'est du négationnisme, et ça rappelle là encore une fois par bien des égards cette façon de faire semblant de ne pas voir ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale.
commandé dans les camps. Tout le monde voyait ce qui se passait. C'était documenté, mais on faisait semblant de ne pas voir. Ben là, c'est pareil. Les gouvernements font semblant de ne pas voir uniquement pour ne pas faire face à leurs responsabilités qui sont en vérité pénales. Aujourd'hui, ces gouvernements, je parle de Biden, je parle évidemment du gouvernement allemand qui est extrêmement violent vis-à-vis des Palestiniens, eh bien ces gouvernements devraient être poursuivis pour ce qu'ils font. Sofiane Baroudi, est-ce que vous pensez que le gouvernement français craint de perdre son positionnement au Moyen-Orient ? Moi, je pense que le gouvernement français a déjà perdu son positionnement au Moyen-Orient, même si, par exemple, sur le Liban, la France reste un peu le seul interlocuteur qui est obligé de faire la médiation, y compris avec le Hezbollah libanais, même si ce n'est pas dit beaucoup. La France craint une escalade au Liban, parce que c'est le seul pays où elle a encore un peu des positions qui sont fragilisées. La France a aussi perdu ses positions en Afrique et a subi un recul géostratégique de première importance. Mais moi, je pense que la première crainte à Paris, c'est qu'il y a un mouvement insurrectionnel et que le mouvement estudiantin soit rejoint par les classes populaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a vécu déjà l'été dernier une forme d'insurrection dans les quartiers populaires et qu'il y a une sensibilité importante pour la question palestinienne, notamment avec ce qui est considéré comme une forme de complicité avec le gouvernement génocidaire de Benjamin Netanyahou et avec, si vous voulez, le fait colonial. Il faut rappeler aussi ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie, où on assiste aussi à une forme d'insurrection anticoloniale. D'ailleurs, même les médias galvaudent, si vous voulez, la nature de cette insurrection, en faisant oublier qu'il y a un front de libération kanak qui agit depuis plus de 50 ans. Et donc, si vous voulez, à mon avis, Paris et la France est vraiment dans une forme de crainte et de peur qu'il y ait une polarisation et un mouvement insurrectionnel qui soit rejoint, si vous voulez, par d'autres strates qui dépasseraient les étudiants, les quartiers populaires, mais aussi, comme le disait Gamal, les syndicats. D'ailleurs, aux États-Unis, le mouvement estudiantin prend déjà une nouvelle forme parce qu'il y a un ralliement de grandes associations et aussi de syndicats. Et il faut rappeler qu'à l'international, le mouvement syndical apporte un grand soutien à la cause palestinienne, notamment le mouvement des dockers, en refusant de charger des cargaisons d'armement parce que c'est le principal problème. Il faut rappeler aussi que le commissariat aux droits de l'homme a, si vous voulez, appelé les gouvernements à arrêter la livraison d'armement qui sert directement à des opérations génocidaires. Et donc, il y a une pression très très forte sur la France, mais surtout sur les États-Unis, parce que le cœur de la décision, il faut vraiment être franc sur ça, c'est Washington. Et Joe Biden est dans une situation d'embarras, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est la base du Parti démocrate qui est en train de s'insurger. On est dans une année électorale, il y a déjà une polarisation importante aux États-Unis. Il faut rappeler que les dernières élections ont failli déboucher sur une forme de guerre civile. Il y a des craintes sur les élections de novembre prochain. Et l'insurrection de la jeunesse aux États-Unis qui se passe dans les universités, mais aussi dans les quartiers populaires, parce qu'il faut rappeler un caractère, c'est que le mouvement pro-palestinien aux États-Unis, il a une histoire. C'est l'histoire aussi du mouvement afro-américain. C'est l'histoire du mouvement indépendantiste aux États-Unis, notamment, par exemple, du mouvement portoricain qui continue de se battre pour ses droits. Et donc, il y a vraiment une possibilité de jonction entre différents mouvements et de confrontation, voire de collision avec une extrême droite qui est de plus en plus sioniste et de plus en plus fanatique, parce que, il faut le rappeler, l'avant-garde du fascisme mondial, actuellement, il est à Tel Aviv. C'est le fascisme israélien. Très bien, merci à tous donc pour cette première partie d'émission. On va continuer à parler de ce génocide qui se déroule à Rafah. C'est tout de suite dans notre débat. Pour le débat de ce soir, on a donc choisi de revenir sur le traitement médiatique réservé donc au terrible génocide qui se déroule à Rafah, au vu et au sud de la communauté internationale, avec plus de 35 000 victimes palestiniennes, en majorité des femmes et des enfants. Retour donc sur tout ce qui se déroule à Rafah depuis le 7 octobre 2023. Mais il ne faut pas oublier que le conflit, cette guerre qui a débuté donc en Palestine, n'a pas débuté il y a 7 mois et que cela fait 76 ans que les Palestiniens luttent au quotidien contre l'entité sioniste, que la première Nakba a eu lieu en 1948 et que donc tout ce qui se déroule depuis le 7 octobre n'est qu'une phase dans cette guerre sans répit que mène donc l'entité sioniste en Palestine. Gamal Abina, dans une très large partie des médias, on a voulu installer justement l'idée que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'était le commencement. À l'aide, on le rappelle, de beaucoup de fake news, vous le savez, les bébés qui auraient été décapités, etc., etc. Il fallait donc, pour ces médias, selon vous, mainstream, tout simplement justifier l'attaque de l'entité sioniste et le début de ce génocide ? Tout à fait, c'est une façon un peu de cacher la vérité. En vérité, quand ils sont arrivés avec leur histoire de bébés
Le jour où c'est arrivé, j'étais sur une émission de télévision. Autant vous dire que l'ambiance était magnifique. J'avais une sioniste en face de moi d'origine marocaine, donc qui n'est pas orientale, et qui a commencé à nous sortir les violons. Les bébés ont été brûlés, tués, décapités. Et il fallait que je me taise et que je condamne, parce qu'il fallait condamner. C'est-à-dire que si vous ne condamniez pas, vous étiez poursuivi. Oui. Apologie de terrorisme, enfin on connaît la méthode. Et ce qui se passe, c'est que cette façon d'avoir verrouillé le débat, c'est une façon qui démontre deux choses. La première, c'est qu'effectivement, l'entité sioniste qui espérait fêter sa victoire des 75 ans d'existence n'a pas pu le faire. C'est un échec. Et de l'autre côté, les Palestiniens dont ils croyaient qu'ils resteraient la tête par terre et qu'ils ne relèveraient pas le museau puisqu'ils les prennent pour les animaux, se sont relevés. Donc ces deux chocs qui ont été consécutifs, qui ont réveillé le débat. Mais Blast, qui est un site d'information, a fait le travail, a expliqué que la façon biaisée de parler du débat, c'est une façon évidemment partiale, c'est une façon qui est en faveur d'Israël, on l'a bien compris, des sionistes. C'est une façon d'oublier que Netanyahou est un fasciste, et c'est bien de le rappeler, Sofiane, c'est un fasciste revendiqué, c'est même pas un type qui s'en cache. Il est avec un gouvernement d'extrême droite, on le sait, racialiste, millénariste, obsédé par du religieux, et qui disent que, il faut le dire à chaque fois, les Palestiniens sont les animaux humains. Quand ils disent Palestiniens, ils pensent à tous les Arabes, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Et donc cette façon de dire même que jusqu'aux Sud-Africains que ce serait des complices du Hamas, on est vraiment dans la caricature, c'est une façon de masquer la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est que les Occidentaux en général, particulièrement les pires, France, Angleterre, États-Unis, qui sont les moins regardants sur les crimes, sont les plus en avance sur la question de la disqualification des termes. Ils vous disent que ça vient de commencer le conflit. Ça fait, pas depuis 1948 en vérité, dans les années 20 ça avait commencé. Je vais vous raconter une petite histoire très courte. Les missiles Al-Qassam, ou la fameuse division Al-Qassam, elle vient d'Azin Al-Qassam qui était un Syrien, qui a compris, un professeur syrien, qu'en Palestine, il y avait des colons qui arrivaient et qui a pris les armes pour soutenir les Palestiniens contre eux. Il a été tué malheureusement, mais cet homme avait déjà réveillé les consciences dans les années 20 et 30. Donc par la suite, ils ont accéléré le processus de colonisation qu'on connaissait chez nous. Et aujourd'hui, cette façon de dire « Ah, ça vient d'arriver, c'est une horreur, vous vous rendez compte, des êtres humains ont été tués par des barbares », c'est ça l'idée, c'est une façon de cacher les vérités. Et pendant ce temps-là, pendant des mois, les sionistes tuaient entre 300 et 600 personnes par jour, on n'en parlait jamais. Et à chaque fois qu'il y avait un petit acte antisémite, en France, alors là, par contre, on faisait les choux gras. Oui. Donc à chaque fois, pour masquer les crimes, on met en avant des petits épiphénomènes qui intéressent personne et on met derrière les crimes quotidiens. Et pour vous donner un exemple, en France, par exemple, si moi, je n'avais pas dit le Hamas et les terroristes et les barbares, ben, j'aurais eu des problèmes. Mais pas que moi, tout le monde. Hein. Ensuite, il ne fallait pas parler des chiffres. C'est-à-dire nier le nombre de morts. C'est les chiffres du Hamas. J'ai passé mon temps à dire ces chiffres sont sous-évalués. Mais eux, ils voulaient faire croire que c'était surévalué. Et surtout, et c'est ça qui est pire, cette façon de mépriser le peuple de Palestine, c'est de dire quoi? De dire à chaque fois, tout ce que vous avez à dire ne nous intéresse pas, le plus important, c'est ce qui arrive à Israël. Le 7 octobre, le 7 octobre, le 7 octobre. Il est intéressant le parallèle que vous faites avec le nazisme, parce que déjà, le père de Netanyahou était le secrétaire particulier de Vladimir Jabotinsky, qui est le père du sionisme réformé, ça c'est une chose. La deuxième chose, Winton Besson, qui est, entre guillemets, le Himmler sud-africain, où les scientifiques israéliens avaient créé une espèce de vaccin pour stériliser les Sud-Africains à l'époque de l'apartheid. Et on sait aussi que les Éthiopiens, les Falachas, quand ils sont arrivés en territoire occupé, on les a stérilisés. C'est un scandale aujourd'hui qui encore fait beaucoup de bruit, non seulement au sein de l'entité sioniste, mais ailleurs. Donc concrètement, c'est un État nazi, fasciste. Alors, je ne vais pas nazi parce qu'il y a des réminiscences, évidemment, parce qu'on sait que Netanyahou, il y a deux choses qu'on ne sait pas en général. C'est que son papa était un adorateur de Hitler et de Mussolini, ça dit des choses, et en même temps que lui a perdu son frère dans les années 70. Donc, il a une haine vraiment viscérale ancrée au corps. Dès qu'est arrivé Rabin, il a dit il faut tout faire avec son gouvernement d'aujourd'hui pour que Rabin soit écarté. Mort ou vivant, ce n'est pas important. Donc ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on peut penser que c'est un État ethno-racialiste avec une dimension religieuse. D'abord l'ethno-racialisme, donc c'est les Khazars en substance, et ensuite le religieux pour donner un peu de corps à leur idéologie et faire croire qu'ils reviennent chez eux alors qu'ils n'y ont jamais été. Et c'est vrai que quand on pense comme ça, on comprend très bien qu'il y a une stratification des races pour eux. On voit bien en Palestine occupée qu'il y a d'abord les Khazars, donc les Européens, qui sont toujours d'ailleurs à la tête de l'État. C'est que les premiers ministres qui viennent d'Europe. Turco-européens. Oui, turco-mongols, lituaniens, ukrainiens, parce qu'on en parle beaucoup. Ensuite, il y a ce qui est un petit peu en dessous, évidemment, ce sont les juifs séfarades, donc les nôtres, les juifs arabes. Ensuite, encore en dessous, les falachas. Et ensuite, en bas de l'échelle, on parle plus d'êtres humains, on parle effectivement des Palestiniens. Donc là, quand on voit ça, ça rappelle le nazisme qui parlait, il faut se rappeler des termes du nazisme. Il y avait les Allemands, donc la race des Ariens, les seigneurs. Ensuite, il y avait les Untermenschen, et contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas les Juifs. Les Untermenschen, c'est les gens de l'Est. Et ensuite, il y avait les bacilles. Ils considéraient les Juifs comme étant des maladies. Voilà la classification allemande du monde, on ne parle même pas du reste du monde. Et bien tout cela, ça revient aujourd'hui avec acuité, mais il ne faut jamais perdre de vue, et c'est ça qui est grave. C'est qu'en Europe, aujourd'hui, les gens défendent un type qui est d'extrême droite,
qui est violent, qui est raciste, qui est racialiste, qui est minéraliste, qui est tout ce qu'on déteste. Et bien, ils le défendent parce qu'ils considèrent que c'est l'avant-garde de la civilisation occidentale. Ça vous dire un peu quelle civilisation. Sofiane Baroudi, pour en revenir à ce qu'est en train de dire Gamal Abina, on a assisté à un véritable, j'ouvre bien les guillemets, un bras de fer entre civilisation et barbarie, pour reprendre donc les termes de certains médias mainstream. Comment est-ce qu'on peut se permettre ce type de comparaison déjà lorsqu'on est un média ? Et peut-on, selon vous, parler de compassion sélective, de déshumanisation de la population de Gaza ? Déjà, premièrement, il faut rappeler qu'il y a un fait colonial et que le fait colonial, intrinsèquement, si vous voulez, ouvre à la déshumanisation. C'est ce que Frantz Fanon appelait le domaine du non-être. Et les Palestiniens sont complètement dans l'espace du non-être. Et il y a plusieurs occultations et plusieurs galvaudages sémantiques qui sont opérés. Pour reprendre d'ailleurs, si vous voulez, au-delà du nazisme, la stratification racialiste, elle est assumée. Et elle est assumée parce que c'est un État colonial. Parce que l'État, dès le départ, il a été construit sur une base colonialiste qui est d'ailleurs reconnue, y compris par le droit international, qui estime qu'il y a encore des territoires occupés, des Palestiniens colonisés. Il y a un autre élément, à mon avis, qui est important, notamment pour les médias français, qui sont incessamment, si vous voulez, qui sont sans cesse en train de parler et de matraquer sur la laïcité et même d'opérer des dérives, notamment islamophobes. C'est que le gouvernement et même la nature de cette entité a évolué vers une nature qui est intégriste, religieusement intégriste, et que c'est inscrit, y compris dans la loi, depuis 2016, avec la fameuse loi sur la nationalité qui a été contestée par les grandes ONG parce qu'elle est racialiste, parce qu'elle exclut les chrétiens et les musulmans. Et cet aspect-là est complètement occulté. Il est occulté parce qu'il y a, comme l'a dit Gamal, une forme de conception qui est ancienne. Parce que l'idée que l'entité sioniste de 48 qui était laïque, par exemple, c'est encore le cas, ça c'est complètement faux. Si vous voulez, l'aspect religieux est vraiment prégnant. Même la stratification entre Ashkenaz et Séfarade, à mon avis, elle est plus de cours. Il n'y a qu'à voir le nouveau gouvernement et d'autres gouvernements où il y a aussi beaucoup de représentations de Nord-Africains. Pourquoi ? Parce que le mysticisme et que l'aspect religieux devient très important et devient prégnant. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la revendication messianique qui devient actuellement complètement assumée, y compris dans les discours du ministre de la Guerre ou alors de Benjamin Netanyahu, qui utilise des paraboles qui sont des paraboles bibliques. Ce qui est scandaleux, c'est que ce type de catégorie qui est condamné en général par les médias mainstream, notamment occidentaux, là est complètement toléré, voire est occulté pour que, si vous voulez, les téléspectateurs évitent de voir les réels enjeux. Mais il y a une conscience populaire et il y a une conscience de l'opinion publique qui a compris, si vous voulez, les enjeux qui sont en train de se jouer actuellement. Gamal Abina, vous êtes d'accord avec Sofiane Baroudi ? Oui, j'ai oublié en plus un truc essentiel, deux choses importantes. D'ailleurs, c'est très amusant parce que là, on parle des médias de masse, publics ou privés d'ailleurs, les privés sont encore plus offensifs puisqu'ils sont très sionistes. Mais surtout, j'avais oublié que dans cette classification, il manque aussi ce que les sionistes appellent les Arabes israéliens. Alors ça dit des choses quand même. Arabes israéliens, c'est qu'ils ne les considèrent pas comme des Palestiniens. Très intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous noterez qu'il n'y a jamais, comme pour la guerre d'ailleurs avec l'Ukraine, jamais de sondage. Depuis 20 ans, on ne fait pas de sondage sur la question palestinienne parce qu'on connaît déjà les résultats. Il y a eu un sondage, le dernier en date avait dit, je crois que c'était en 2005 ou je ne sais pas quoi, il avait dit l'État le plus dangereux au monde, celui qui peut inquiéter pour la sécurité mondiale, c'est l'État sioniste. Ça a été fait en France, en Europe, un peu partout, et ça a choqué les états-majors qui ont dit on ne fait plus de sondage sur ces questions. Donc on ne sait pas la réalité de l'opinion publique, on la voit dans les écoles, mais on ne veut pas l'entendre parce qu'effectivement ça constitue un frein à ce soutien illimité, sans aucune... Il n'y a aucune rationalité dans le soutien, c'est juste une question coloniale. Ce soutien à l'entité sioniste, parce qu'il faut rappeler quand même que ce qui a fondé l'entité, ce n'est pas du religieux au départ, je suis d'accord, c'est devenu maintenant, parce que c'est pratique, c'est Theodor Herzl, donc c'est juste un type qui a récupéré une idée chrétienne, qui a dit quoi ? Qui a dit nous serons, dans son livre L'État des Juifs, nous serons l'avant-garde de l'Occident civilisé, il voulait s'inclure là-dedans, face à ce qu'il appelait à l'époque l'Asie, parce qu'on appelait ça l'Asie, barbare, donc les Arabes en substance. Donc il considérait à l'époque cela, et aujourd'hui c'est encore de mise. Et aujourd'hui, les médias soutiennent justement cette action de l'entité sioniste. On voit justement dans certains médias, pas tous, heureusement qu'il existe encore ces médias indépendants, comme vous le disiez tout à l'heure, Blast, ou encore le média en France. On voit plus de communication dans les médias mainstream, plus de communication militaire pour l'entité sioniste que de la véritable information. On est là pour être les porte-parole, si on veut, de l'armée de l'occupation. Une fois, j'ai eu un débat sur RT, justement, RT en français, avec un sioniste corse. Bon, alors lui c'était le surf, parce qu'il n'est même pas juif d'origine, il n'est même pas traditionnel, il n'y a rien. Il est devenu juif parce que sa mère est morte. Ça vous donne un peu le délire. Et lui, il a eu un discours extrêmement violent, raciste. Il était prêt à exploser Gaza à coups de bombe atomique. Enfin, c'était ça le discours qu'on avait en face de soi. Et là, j'ai compris qu'il y avait un messianisme, une obsession, il s'est un petit peu illuminé, de ces gens-là. Mais ça, c'est le volet religieux. Après, il y a le volet politique. C'est vrai que l'Occident, lui, nous cache les crimes parce que c'est pas glorieux. Je veux dire, tuer des enfants du ciel,
balancer des bombes. Je parlais tout à l'heure de Guernica. Effectivement, ça en dit des choses. C'est-à-dire qu'il y a de la lâcheté. L'homme qui est dans un avion et qui bombarde du ciel sans le moindre risque d'être intercepté par un avion, c'est pas un héros. Et ça pose problème parce que d'un côté, on avait la Russie qui a tué très peu de civils. Voilà, justement, c'est 10 000 morts. hypocrite quand même. Voilà, très peu de civils. Ils ont fait attention malgré tout, même si c'est une guerre, c'est horrible. Mais très peu de civils, ils faisaient attention à évacuer les gens. De l'autre côté, il n'y a pas d'évacuation possible. On les tue, on les enferme et on les affame. Parce qu'aujourd'hui, la crainte qu'il y a sur Gaza, c'est pas seulement que les enfants soient amputés sans anesthésie. Ça, on l'en voit tous les jours et c'est horrible. La crainte, c'est pas que des immeubles entiers soient explosés en une seconde avec des bombes de 1000 kilos. La crainte, c'est la famine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sionistes sont en train d'organiser une famine dans un territoire fermé. Par les médias mainstream, et moi personnellement ça me choque, c'est le nombre de journalistes assassinés, que ce soit à Gaza ou dans les régions frontalières, là je parle du sud Liban. Donc là on parle de près ou de plus même de 150 journalistes assassinés depuis le 7 octobre dernier. En tant que journaliste, ce sont nos confrères, ce sont nos consoeurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce mutisme de la part de ces médias qui ne veulent pas parler, mais qui prétendent quand même protéger les valeurs de liberté d'expression, de liberté d'information, mais qui restent muets quant à ça? La réponse est très simple, on ne va pas tourner autour du pot. C'est des racistes, c'est tout. C'est que dans leur tête, le journaliste arabe, ça reste un sous-homme. Mais il y a des journalistes aussi qui sont étrangers, il n'y a pas que des... Ceux-là sont considérés comme des traîtres. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ceux qui sont du côté, comme en France d'ailleurs pendant la guerre d'Algérie, quand des Français étaient du côté algérien, ça devenait des traîtres. Eh bien, on considère que ces Arabes sont des sous-hommes, donc ils peuvent mourir, c'est pas grave. On les prend pas au sérieux en tant que journaliste. On considère que Al Jazeera, c'est une pâle copie des CNN et on considère que de toute façon, ils sont du côté de la barbarie, entre guillemets, parce que c'est une fabrication pour cela. C'est vrai qu'il n'y a pas de levée de bouclier. On entendait plus ça pendant la guerre du Vietnam, parce que le rapport n'était pas le même. Mais là, aujourd'hui, effectivement, comme les crimes sont documentés et qui sont impardonnables, eh bien, c'est difficile de dire ces journalistes qui font partie du bloc de victimes, on peut en parler avec une certaine commisération. On a reçu d'ailleurs il n'y a pas longtemps à la radio un journaliste palestinien, un ancien correspondant de France 24. Je vous donne le chiffre, vous allez comprendre. 98 membres de sa famille tués. Voilà le chiffre monstrueux. Et lui a échappé à la mort parce qu'il était rapatrié de justesse. Ça dit des choses. Les sionistes ne veulent pas de témoins. Les journalistes sont les meilleurs témoins qui soient, puisqu'ils sont en plus dans leur métier. Eh bien, on les tue délibérément. Ils sont tous tués et ciblés. Moi, je pense que sur ça, il y a aussi un autre aspect qui est important. C'est le fait que la presse, si vous voulez, ou les médias, grands médias mainstream occidentaux assument le fait que ce soit vraiment des médias d'opinion qui défendent des points de vue idéologiques. D'ailleurs, on voit ça avec ce qui est en cours, l'affaire CNews, C8, les différentes auditions, etc. Je pense que l'occultation d'un crime de guerre caractérisé qui est l'assassinat de journalistes est considéré par eux comme étant, parce que ces journalistes défendent une autre opinion. C'est comme pour Julian Assange, par exemple, qui subit un délit de liberté d'expression depuis des années, qui est complètement occulté par les médias, alors qu'ils sont censés défendre eux-mêmes la liberté d'expression et aussi la liberté de leur propre instrument de travail. Je pense qu'il y a vraiment un glissement, c'est-à-dire que les médias occidentaux, notamment les grands médias, ont conscience que le rôle, c'est de défendre un belligérant, une opinion particulière, voire une option militaire et tactique sur certains plans. On l'a vu pendant la guerre en Ukraine. Ils défendaient directement des tactiques militaires particulières à un moment donné. Mais en fait, peut-être que le sujet, puisqu'on tourne autour du sujet, peut-être que quand on parle de liberté d'expression, quand on parle de droits de l'homme, c'est un même packaging, c'est en fait la loi du plus fort qui impose ces notions de droits de l'homme et qui impose ces notions de liberté d'expression. C'est comme ça, les autres n'existent pas. Les autres, on le met en dehors de ça puisqu'ils ne font pas partie de l'équation. Et on l'a vu en Ukraine, on l'a vu, par exemple, la France on a du mal à recevoir des leçons de la France après la séquence des Gilets jaunes. Je veux dire, elle a pas, je veux dire, même l'ONU s'est offusquée du traitement de la France par rapport aux Gilets jaunes. Donc, à mon avis, même il y avait le juriste Carl Schmitt qui avait dit au lendemain de Nuremberg qu'il avait dit que les droits de l'homme, c'était les droits de l'homme blanc. Donc il ne faut plus s'attendre à... On a l'impression qu'on parle de dysfonctionnement, mais il n'y a pas de dysfonctionnement, c'est juste qu'on impose la loi du plus fort. Voilà, la référence de Carl Schmitt, c'est effectivement la période nazie, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que c'est des juristes... C'est les lois juridiques modernes. Oui, c'est les lois de la guerre. Hein. Ouais. Un exemple très bête, hein, mais je veux dire, c'est ça vous choquer peut-être, mais en France, on fait passer les lois par la force. On n'est plus du tout dans même aux le 49.3. Oui, mais en France, ce qui est intéressant, c'est que le modèle 49.3 est un modèle qui est d'origine allemande, de la République de Weimar, qui était les 48.2. C'est-à-dire qu'à l'époque, Debré, quand il a vu ça, il a trouvé ça formidable, confiscation du pouvoir par le chef de l'État, on va le prendre. Et bien ce qui se passe pour les médias, c'est pareil. Par exemple, moi, j'ai travaillé un petit peu avec RT à l'époque, RT France, c'était la seule chaîne qui arrivait et qui était reçue avec le sourire, parce qu'il couvrait de façon objective ce qui se passait. Les autres médias n'avaient pas le droit de venir parce qu'ils se prenaient des caillasses. C'est pas par hasard si le peuple de France, qui est de la classe moyenne, les Gilets jaunes, c'est pas des pauvres, hein, c'était quand même des gens qui veulent préserver leur pouvoir d'achat, étaient énervés contre ces médias, parce qu'on voit bien que c'est des médias orientés d'opinion, très pro-pouvoir, très pour la bourgeoisie, pour l'élite intellectuelle. C'est un peu ça. Donc il y a un mépris de classe, il y a un mépris en termes
termes de puissance, et tout ça, ça rentre en considération. Donc la question palestinienne, c'est pareil. Les médias sont orientés pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêt. Tout le monde se demande pourquoi la France soutient Israël, les sionistes. Simplement parce que la France soutient ses intérêts. Ils ont investi énormément là-bas. Parce qu'en Palestine occupée, il y a 1 million de francophones. C'est pas rien. Pourquoi les Russes n'interviennent pas? Parce qu'il y a 1 million de juifs russes qui ont été envoyés dans les années 90 par Eltsine. C'est des raisons vraiment de calcul. Pourquoi est-ce que les Turcs ne sont pas vent debout vis-à-vis de ce qui se passe? C'est quand même très étonnant. Pourtant, Erdogan, ce n'est pas le dernier des frères musulmans. Il a un lien politique avec le Gaza. Simplement parce qu'il est coincé par une chose. La plupart des Khazars viennent de son pays d'origine. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui sont en lien direct avec le gouvernement. Il y a d'un côté les musulmans, de l'autre côté les juifs. C'est vous donner un peu le niveau. Donc c'est pour ça que les médias aujourd'hui, qui sont aux ordres, ont tendance à caricaturer, à cacher, à masquer, à censurer, j'ose le terme tout le temps, parce que le problème, c'est que si on dit la vérité elle est horrible. On ne peut pas la discuter. Quand on sait par exemple qu'on va affamer une population, il n'y a aucune excuse à cela. Et les médias français sont aux ordres. Ils répondent à un agenda qui est celui de la politique française. Mais Gamal Abina, il y a eu la saisine de la Cour internationale de justice. Donc on rappelle qu'il est la plus haute juridiction de l'ONU, donc par l'Afrique du Sud au titre de convention pour la prévention à la répression du crime de génocide. Comment expliquer justement tout a été mis en direct sur les réseaux, tout a été mis en direct sur YouTube, tout était sur Internet. Mais les médias français, vu qu'on en parle, ils n'en ont absolument pas parlé. Ils cachent les crimes parce que les médias français sont complices. Moi, je le dis sincèrement, cette façon de cacher les crimes en ne les montrant pas, il est montré pendant le Vietnam. Ça posait moins de problème parce qu'il y a une concurrence France-Amérique qu'on connaît très bien. Mais là, le problème, c'est qu'ils sont aussi partie prenante. Il y a des armes françaises qui vont en Palestine, il ne faut pas l'oublier. Il y a des colons, enfin, il y a 4000, semble-t-il, c'est une estimation qu'on donne, 4000 franco-israéliens qui sont là-bas. Donc ça veut dire que les gens sont actifs. Il y en a un qui récemment a lancé un truc assez ignoble parce qu'on a reçu Rima Hassan à la radio, j'en suis très fier d'ailleurs, une belle émission au cours de laquelle on s'est rendu compte qu'elle n'était pas du tout frère musulman. Elle, c'est vraiment une fille de gauche qui est honnête mais qui défend son pays. Eh bien, il y a un type qui a fait une petite dédicace sur une bombe, fier de lui, on sait qui il est maintenant, et qui était heureux de dire voilà, la bombe va tuer des civils palestiniens, on sait où elle va. Eh bien, ces gens-là doivent être normalement interpellés, j'espère que ce sera le cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas demander à un gouvernement qui est partie prenante d'être jugé parti. Tout comme on ne peut pas demander, comme disent les Américains, c'est ignoble, de dire les Palestiniens on reconnaîtra à condition que les sionistes le reconnaissent. Mais c'est le criminel qui va reconnaître la victime. Ça ne fonctionne pas. Eh bien en France, malheureusement, le traitement médiatique est orienté. C'est un traitement, ça rappelle vraiment la guerre d'Algérie, où il ne se passe rien tant qu'il n'y a pas de mort du côté de l'ennemi. Voilà, c'est tout. En fait, on est en train de reprendre le récit, le narratif de Netanyahou. Netanyahou, lui, il associe la résistance palestinienne, le Hamas, aux frères musulmans, aux extrémistes. Donc ces gens-là, même il y a Meir Habib qui leur disait il vaut mieux combattre ces gens-là en Palestine parce que ce sont les mêmes qui ont commis des attentats au Bataclan. Il y a aussi cette malhonnêteté, ce parallèle un peu spécieux qu'on est en train de distiller au sein des médias et c'est repris en masse. C'est ça qui est inquiétant par des intellectuels supposés, par des soi-disant connaisseurs. J'aimerais juste intervenir sur ça, pardon. Moi, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment occulté sur ça, c'est, si vous voulez, l'intégrisme islamiste a été soutenu par les pays occidentaux et par l'entité sioniste, notamment en Syrie. Mais ça, personne n'en parle. Par exemple, celui qui dirige le groupe terroriste Jabhat al-Nusra, Abu Mohamed al-Joulani, s'est fait soigner lui-même dans les hôpitaux sionistes. Alors, l'histoire d'essayer de mêler frères musulmans et Hamas, d'ailleurs le Hamas a coupé les liens avec les frères musulmans officiellement en 2016. Mais l'histoire d'essayer de faire passer la résistance palestinienne pour être intégriste est de la mauvaise foi pure, alors que les médias occidentaux savent très bien que la plupart des groupes intégristes ont été soutenus ouvertement, notamment lors de la guerre en Syrie, mais pas seulement. On peut citer d'autres exemples où ils ont été soutenus, la Tchétchénie ou encore l'Algérie dans les années 90. Pardon Sofiane, mais en fait, on a prouvé qu'il n'y a jamais eu vraiment de lien entre les frères musulmans et le Hamas. Parce que les frères musulmans, en fait, reprochaient au Hamas de se défendre, de défendre une terre, alors que les frères musulmans défendaient, soi-disant, un message religieux. Ils ont toujours été un peu... le problème, c'est que quand vous allez sur une chaîne de télévision française, vous avez un parterre d'ignorants, mais quand je dis ignorants, j'ai un mépris total pour ça, qui confondent tout. Comment ? Tu as des noms? Je ne veux pas les donner, ils sont évidents, mais bon, il y en a qui aiment le foot, on va être gentil. Donc ces ignorants, ils disent quoi? Ils disent ils disent l'islamisme. D'abord, ça ne veut rien dire, parce que si je dis le catholicisme, le christianisme, ça regroupe beaucoup de courants de pensée différents, qui sont parfois antinomiques, qui se sont fait la guerre pendant quelques siècles, on s'en souvient. Donc quand on mélange les frères musulmans, qui sont un courant politique qui est né en Égypte, et qui est légaliste, qui à un moment donné s'est scindé en deux avec les takfiris, c'est vrai, mais l'essentiel des frères musulmans sont des légalistes qui ont entendu jusqu'à Morsi d'arriver au pouvoir, ça vous dire un peu le niveau. Et de l'autre côté, ce qu'on appelle les wahhabistes, donc ce qui vient le courant saoudiste, soutenu par l'Occident, c'est bien de le rappeler, ce sont des criminels qui ne cherchent pas l'État.
Eux, ils ont une seule filiation, c'est de dire Dieu sur terre, on impose nos lois et tous les mécréants, on les tue. Ça n'a rien à voir avec les frères musulmans. Mais on mélange tout, comme ça, oubliant par exemple qu'à Gaza, un temps, eh bien, le djihad islamique s'était battu contre le Hamas. Ça, on l'a oublié, ça. Oubliant que les frères musulmans sont les ennemis notoires, effectivement, de ce qu'on appelle les groupes d'Arabie. Parce que l'Arabie fait la guerre depuis toujours aux frères musulmans, depuis les années 60, quand ils ont quitté l'Égypte. Parce qu'ils ont une vision républicaine que les autres n'ont pas. Donc la vision est différente. Il y a d'un côté ceux qui veulent le califat, le côté ceux qui veulent une république islamique, comme l'Iran l'a fait, et comme voudrait le faire l'Égypte ou d'autres pays. Donc on est très loin de cette vision-là. Et d'ailleurs, le Hamas, lui, il a à la fois il y a un livre qui avait été écrit par un ami, justement, qui a parlé il a appelé l'islamo-nationalisme, ce qu'on voit avec le Hezbollah. C'est des gens qui sont légalistes, qui sont pour l'islam politique, mais au sein de leur nation. Et les Palestiniens aujourd'hui, dans leur charte, la nouvelle charte, disent quoi? Nous sommes Palestiniens pour la nation palestinienne. Ils ne sont pas dans un délire de dire on va exporter la révolution. Ça, c'est fini, ça, c'est des vieilles idées. Ça. Alors, je voudrais qu'on revienne à présent au génocide, qui se déroule donc à Gaza. Le focus qu'il y a en ce moment sur ce génocide a aussi permis d'occulter aux médias mainstream tout ce qui se passe en Cisjordanie occupée. On oublie toutes ces violences qui se déroulent en Cisjordanie occupée, que l'entité sioniste est en train d'annexer petit à petit des parties de cette région. Est-ce que vous ne pensez pas que le but, c'est de faire disparaître tout simplement la question nationale palestinienne? Alors c'est un rêve qu'ils ont, auquel ils n'accéderont jamais, parce que je rappelle quand même, là c'est dur pour nous parce qu'on voit beaucoup de morts, de massacres, bon c'est facile de tuer les civils, hein. Mais en vérité les sionistes n'ont fait que reculer. Le Eretz Israël, qui voulait annexer une partie de l'Égypte, tout le Sinaï, qui voulait annexer une partie de l'Irak, il faut se rappeler que leur drapeau c'est deux bandes d'eau, c'est ça, qui correspondaient à l'Euphrate, je crois, et au Nil. Donc c'est une façon de prendre toute la région. Ce rêve est fini. Aujourd'hui ils se battent pour conserver ce qu'ils ont. Alors c'est vrai que leurs colons, qui sont des vrais criminels, comme on l'a vu en Algérie en 1945, c'est pareil, c'est les mêmes, il n'y a pas de différence. Tuent des gens comme ça, prennent leurs terres, explosent leurs maisons, c'est vrai. Mais en même temps, Gaza a été libéré de force. Ça n'a pas été un cadeau. C'est qu'ils perdaient trop d'hommes, donc ils ont laissé tomber, parce que les guerres d'usure leur coûtent cher. En même temps, le Liban les a foutus dehors en 2006. En même temps, il reste encore le Golan qui doit être libéré. Mais de toute façon, l'affirmation de l'État palestinien, de la nation palestinienne, c'est tellement un échec que non seulement ça n'a pas reculé, mais que le monde entier aujourd'hui est drapé aux couleurs de la Palestine. Et ça, c'est une victoire indubitable. Les sionistes sont considérés comme des barbares, alors que les Palestiniens sont considérés comme des héros. Les jeunes se reconnaissent dans la lutte palestinienne parce que c'est une lutte qui est honnête. Et moi, je dis toujours, on ne doit pas et jamais accepter l'antisémitisme que j'ai combattu en France. J'ai combattu Soral sur le terrain, je n'ai pas fait semblant, parce qu'ils voulaient pousser à l'antisémitisme les Arabes qui ne connaissaient pas la question. Et on ne doit pas salir la question palestinienne avec l'antisémitisme. La question palestinienne est une question trop noble pour être salie par des questions européennes. Sofiane Baroudi, l'opinion publique, l'entité sioniste a perdu aux yeux de l'opinion publique finalement. Je pense que c'est indéniable. Il y a une défaite stratégique au niveau de l'opinion publique internationale. On le voit depuis des mois déjà. Mais après, sur la question, si vous voulez, des tentatives d'affaiblissement ou alors de liquidation de la cause nationale palestinienne, il faut rappeler que ces tentatives, malheureusement, ont été soutenues, y compris par des régimes arabes, via la normalisation, qui est une normalisation gratuite qui a eu lieu. Mais ce qui se passe actuellement, déjà, premièrement, le courage et la résistance du peuple palestinien qui reste debout, parce qu'il faut vraiment insister sur ça. On insiste à un génocide et à un peuple qui reste quand même debout, confronté à une infamie historique. On n'a jamais vu ça. Il y a aussi le soutien des groupes de résistance au Liban, aussi au Yémen. Il faut rendre hommage à la résistance yéménite qui fait beaucoup de travail. Même en Irak. Même en Irak aussi, et dans d'autres pays. Et donc la cause nationale palestinienne n'a jamais été aussi vivante que ça. C'est-à-dire qu'elle a été réimposée malgré tous les discours qui disaient que c'était un peu la fin de l'histoire, qu'il y avait une liquidation de la cause nationale palestinienne et in extenso de la cause arabe, parce qu'il faut rappeler que le conflit israélo-arabe ne concerne pas juste les Palestiniens. Gamal l'a rappelé, il y a encore le Golan qui est annexé depuis 1982 illégalement. Il y a aussi une partie du sud Liban, notamment Mazar al-Shab'a ou Tilal Kafar Shouba, qui sont encore occupés illégalement. Il y a une partie aussi du versant maritime de Méditerranée orientale qu'il s'agit de libérer. Et tout ça devrait être pris en considération, et actuellement il est pris en considération déjà sur le terrain, parce qu'il y a une résistance armée sur le terrain qui résiste à une opération disproportionnée génocidaire, et il y a aussi de plus en plus une sympathie internationale et une solidarité de plus en plus active. Et je pense qu'en réalité ce qui est défait, c'est le projet colonial sioniste et occidental dans la région, qui est en train de subir, on est à, je ne sais pas, 76 ans plus tard, une défaite stratégique.
Est-ce que vous n'estimez pas aussi qu'on joue sur une dette corée, les Européens, à l'endroit des Juifs par rapport aux événements de la Seconde Guerre mondiale, et on joue sur cette fibre pour les faire culpabiliser, c'est-à-dire laissez-nous étendre notre frontière, ne dites rien, puisque vous-même, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous avez massacré les nôtres. Ça, c'est le fameux chantage. Il y a les Allemands qui ont dit que le droit aux Israéliens de se défendre était une cause nationale. C'est-à-dire les Allemands confondent leur droit étatique avec le droit d'un pays étranger. Chantage affectif, du coup. Oui, c'est encore plus vicieux que ça, parce que si c'était affectif, encore, il y aura un lien d'amour, c'est pas le cas. Entre eux aussi, entre les Occidentaux et non, c'est pas l'amour. l'antisionisme, on a l'impression que c'est la... Je considère vraiment qu'ils les aiment pas. Je considère qu'ils ont... D'ailleurs, Balfour, qui fait la promotion de la création d'un foyer national juif, est antisémite. Oui. Il massacre les juifs en Europe, pourquoi ? Pour se débarrasser d'eux. Ils se débarrassent à beaucoup, c'est un bon calcul. On contrôle la région, on se débarrasse d'un peuple qu'on n'aime pas. Donc moi, je pense qu'ils sont utiles. C'est un peu les idiots utiles qui pensent être effectivement à l'avant-garde de l'Occident, mais ils ne le sont pas. Et on prend un exemple très concret, on prend l'Algérie par exemple. Crémieux va séparer les juifs algériens qui sont nos frères, je le rappelle quand même, c'est que la religion qui nous séparait, pour en faire des citoyens qui existent alors qu'on n'existait pas. En 40, c'est fini ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas longtemps pour retourner l'opinion. Et c'est pour ça, sous Vichy. Et c'est pour ça que ce qui se passe, c'est que le chantage à l'antisémitisme, qui est utilisé avec brio par le chien enragé qui est au pouvoir en Palestine, parce que j'ai un mépris total pour le personnage. Mais déjà avant, mais lui vraiment, c'est une obsession. Il fait que ça du matin au soir, il parle que de ça. Il veut vous parler des camps de concentration. Attention, ils vont les exterminer. Enfin, tout ce discours bidon. Alors que le rapport de force est disproportionné. Eh bien, ils font ça pourquoi ? Parce que c'est pas pour les dirigeants. Les dirigeants, ça fait longtemps qu'ils ne croient pas. Eux, ils sont dans une démarche effectivement proactive, colonialiste. Ça leur rend service. C'est pour les populations. C'est pour continuer à endormir la population sur l'idée de se dire « Attention, calmez-vous. Si vous nous inquiétez, procédure Bayon. On vous poursuit en justice. Vous soutenez le terrorisme. Vous êtes antisémite. » Mais ça, c'est une stratégie qui est réfléchie. Le but, c'est de totalement éteindre la question de l'opposition à l'entité sioniste. Donc, on peut penser que ça fonctionne, mais je ne crois pas que les dirigeants occidentaux soient inquiétés. Pourquoi ? Parce que quand, en 1993, après qu'ils aient détruit l'Irak, les Américains, Baker va voir Shamir, qui est quand même pas le plus sympathique de tous, qui déteste totalement Yasser Arafat. C'est un ancien terroriste, Shamir. Absolument, c'est un terroriste, on est d'accord. Et bien il dit quoi, Baker ? Il dit tu vas faire ce qu'on dit, sinon on te retire l'argent. Shamir s'exécute. Voilà, c'est clair. On sait qui est le maître et qui est l'esclave. Si aujourd'hui, les États-Unis ne poussent pas à l'arrêt des combats, c'est parce que ça leur profite. Aujourd'hui, ils vendent des armes et ça leur profite à plein régime. Donc je ne crois pas qu'il y ait ce chantage d'une pression sur l'Amérique qui n'a pas participé d'ailleurs à la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, c'est pas, ils n'ont pas été pro-nazis, pas de façon ouverte. Il y a quelques personnages comme Ford. Prescott Bush, il a été deux, trois condamné. personnages, mais l'État en lui-même, je ne parle pas de ses soutiens industriels et autres, parce qu'il y avait une sympathie pour le nazisme, mais c'est vrai que l'Amérique n'a pas trempé dans l'écran, en gros. Eh bien, l'Amérique n'est pas sous pression de ce chantage, ça ne fonctionne pas. Et pour autant, Israël continue à faire ce qu'elle veut quand elle veut dans la région, en se croyant très arrogante, en se croyant très forte. Alors en vérité, ils sont très faibles, ils ne sont pas forts. Gamal Abina, on l'évoquait tout à l'heure en première partie d'émission. Karim a évoqué donc les mouvements estudiantins, etc., en soutien avec la Palestine, avec Gaza. En France, les libertés fondamentales sont attaquées pour faire taire justement les voix pour la Palestine. Où est passée la liberté d'expression dans le pays des droits de l'homme ? Alors la liberté d'expression est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand vous êtes Charlie, là, on peut y aller à plein régime, on peut insulter les musulmans, la religion, le prophète, c'est pas un problème. Puis après, quand on devient, je sais pas, il y avait Ciné, par exemple, qui lui était beaucoup plus modéré, qui a quitté Charlie Hebdo. Bah lui, ça devient problématique. C'est pas une bonne liberté d'expression. C'est on choisit les libertés qui vous arrangent. Si on insulte le président, c'est pas très bon. Si on insulte le président algérien, c'est plus sympa. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est un concept qui veut rien dire, qui est fonction des textes de loi qui sont produits. Par exemple, le fait de dire « je soutiens la Palestine », on vous glisse du Hamas derrière, donc soutien au terrorisme. Ils ont fait des lois pour... Il y a eu 600 procédures pour apologie du terrorisme. Tout à fait. Et moi, j'ai une copine... Des syndicalistes, des intellectuels, des artistes. Oui, jusqu'à des politiques, on était très loin. Moi, j'étais poursuivi. Enfin, poursuivi. Ils ont tenté de me poursuivre, ça a été ridicule. Parce que j'ai vu mon émission, j'ai vu qu'il n'y avait rien, pas de matière. Ils ont dû voir a posteriori l'émission parce que c'était une dénonciation. Ils ont reculé. Mais en vérité, il faut être très clair sur un point. Puis surtout moi, en plus, j'ai combattu l'antisémitisme, donc c'est pas moi qu'on va la faire à l'envers. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai une amie qui est avocate, je rends hommage d'ailleurs, Dominique Cochin, qui a fait un travail formidable pour soutenir la cause palestinienne, entre autres, il n'y a pas qu'elle, et qui effectivement aujourd'hui est inquiète de dire ce recul de liberté, l'interdiction de s'exprimer, ce chantage qu'on appelle des procédures Bayon, qui consiste à vous faire des procédures en justice pour que vous ne parliez plus, ce terrorisme intellectuel ou anti-intellectuel, je préfère dire ça d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'intellect là-dedans, tout cela, c'est une conséquence d'une crispation de l'État qui sent bien qu'il est en train de perdre la main de l'opinion publique, qui sent bien qu'il peut y avoir un dérapage, et je rappelle qu'en 2014, nous étions là aux manifestations, et c'était à notre gloire.
Quand ça a commencé à fonctionner, que Sarkozy a envoyé quelqu'un en Égypte pour faire pression, bizarrement, ça a marché la pression. Eh bien, c'est quand on s'est battu dans la rue, c'est quand ça a cassé, c'est quand ils ont interdit les manifestations, c'est quand à Barbès, on jetait des pierres. À ce moment-là, on a eu les résultats parce que le monde entier a vu à Paris une gaz abysse. Mais Gamal Abina, quand est-ce que vous situez le changement, la rupture? On se rappelle l'époque où la France recevait quand même Yasser Arafat pour se faire soigner, même Georges Habash. Et puis tout d'un coup, aujourd'hui, c'est impensable de recevoir de telles figures. Où est-ce que vous situez la rupture? Où est-ce qu'il y a eu le basculement, selon vous? Le basculement, d'abord, il y a une composante sioniste qui est très forte en France. Ce n'est pas qu'ils sont surpuissants, mais ils ont une bonne influence. Et surtout, je pense que c'est à l'arrivée, alors malheureusement, il faut être très clair, hein, le sionisme est intrinsèquement lié, le sionisme historique, hein, est intrinsèquement lié au socialisme. Donc ça a commencé avec Mitterrand. C'est lui qui a commencé à... Comme le colonialisme. Tout à fait, tout comme le colonialisme et toute cette barbarie, parce qu'eux, c'est le peuple des Lumières qui veut éclairer le monde. Et donc ces gens-là, Mitterrand, était un sioniste revendiqué, sa femme Danielle était reconnue pour ce qu'elle était, et donc ces gens-là ont créé du lien fort avec Israël, à telle enseigne qu'ils ont été jusqu'à laisser la destruction de Osirak sans rien faire, la centrale nucléaire irakienne. Donc ça en dit long. C'est-à-dire qu'il y avait une couverture de la France mitterrandienne pendant 14 ans. Donc le sionisme mitterrandien est évident. Ensuite, il y a eu une accalmie grâce à l'arrivée de Chirac, qui était un homme équilibré. Et Chirac a permis de revenir sur une sorte de gaullisme un peu qu'on voyait avec Pompidou, avec Giscard, avec des gens qui avaient une posture qui défendait les intérêts de la France. Puis derrière, le Veldiv, le massacre. Tout à fait, oui, en plus. Et puis en aparté, il dira les sionistes ne pourront plus dire que je ne leur ai pas donné, voilà. Je leur ai tout offert, ils ne pouvaient plus. Tout à fait. Donc lui, c'est bon, il s'est affranchi de tout ça. Il a fait le boulot. Puis quand il va en Palestine avec cette fameuse séquence You want me to go to my plane, ça s'est resté dans la mémoire collective. C'est en cela que Chirac était un grand homme politique. Puis après, on a eu la dégringolade immédiate, c'était Hollande. Encore une fois, un socialiste. Sarkozy, c'était pas mal. J'ai oublié Sarkozy. Bon, Sarkozy. Comment oublier Sarkozy? Oui, parce que j'essaie d'oublier ces 50 cauchemars. Parce que lui, c'était vraiment la guerre totale contre nous, c'est une horreur. Mais Sarkozy, bon, à la limite, c'est logique. Sa maman est de Thessalonique. Bon, on peut comprendre qu'il y a une filiation. Hollande, c'est un peu plus discutable. Mais il glisse totalement vers le sionisme. Et quand arrive Macron, qui est un produit de Hollande, eh bien, les postures sionistes ne sont pas au départ vraiment évidentes. Mais elles finissent par arriver au fur et à mesure parce qu'il fait rentrer des radicaux de droite. Cette fois-ci, c'est la droite qui parle. C'est les illuminés religieux. C'est ça qui commence à soutenir l'État sioniste. Donc on est passé de la gauche, qui est un sionisme traditionnel, le type kiboutzi, à la droite, voilà absolument, à la droite extrême en l'occurrence, avec un gouvernement français qui de plus en plus flirte avec l'extrême droite. Moi je pense qu'il y a un autre paramètre, d'ailleurs c'est évoqué en filigrane, c'est un peu un glissement vers le néoconservatisme américain. Et il y a une influence très très importante en Europe du néoconservatisme américain. Et bon, beaucoup de penseurs et d'intellectuels critiques disent que la ligne stratégique en France et en Europe en général est quasiment calquée, pour ne pas dire que c'est une forme de vassalisation, déjà en termes politiques et diplomatiques, mais surtout en termes d'idées. Et c'est en ça que les idées, si vous voulez, du néo-sionisme deviennent complètement hégémoniques, notamment dans les milieux de la petite élite, notamment parisienne, et européiste en général. Je pense que c'est un élément qui est très très important. D'ailleurs, on l'a remarqué avec l'émergence de certains phénomènes médiatico-politiques comme Zemmour ou alors d'autres phénomènes semblables. Mais l'idée, c'est vraiment, si vous voulez, une forme de vassalisation complète au niveau idéologique et politique de la France sur la politique néoconservatrice américaine. Mais Sofiane, de longue date, le soutien du gouvernement français envers Israël, c'est traduit par des atteintes aux libertés. C'est pas nouveau finalement. Bien sûr, et c'est traduit déjà dès le départ. Il faut rappeler par exemple le contexte de 1948. C'était le soutien au groupe terroriste, par exemple à Haganah, pour massacrer des Palestiniens, notamment à Deir Yassin. Il y a une complicité française connue à l'époque, une complicité des militaires français qui, à l'époque, étaient aussi en train de massacrer en Algérie. Il faut rappeler mai 45, par exemple. Et bien après, d'ailleurs, il y a un rôle important, si vous voulez, de la France coloniale en Algérie pour soutenir la naissance et le renforcement de l'entité coloniale sioniste. Et ça, bon, on ne le connaît pas. C'est pas très très connu, c'est un sujet qui est encore tabou en France, même si ça commence à émerger, mais c'est quelque chose qui peut être étayé, document à l'appui, quelques-uns en parlent. Et donc il y a vraiment un soutien historique au sionisme. Après, il y a, si vous voulez, aussi une crainte très très profonde, il faut le rappeler d'ailleurs. À mon avis, l'une des raisons de l'occultation médiatique en France de certaines informations relatives au génocide en Palestine, c'est aussi la sensibilité des informations par rapport à la réaction potentielle de l'opinion publique et notamment de l'opinion publique populaire et musulmane en France qui risque de s'insurger à un moment. Très bien, merci Sofiane Baroudi. Gamal Abina, avant de clore le débat, je voudrais qu'on jette un œil à cette affiche qui a été donc réalisée par Abou Abina, qui est votre frère. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est une affiche qui a été faite à l'occasion effectivement
de ce génocide, parce qu'on peut utiliser le terme. Au départ, je ne parlais pas de génocide parce qu'il fallait quand même un petit peu de recul, mais maintenant il est documenté puisque tout le monde est enfermé. Voilà, donc on voit évidemment le drapeau de la Palestine, qui va revenir un jour en terre de Palestine. On voit cette fameuse clé, qui est la clé que tous les Palestiniens ont embarquée en 1948 dans l'espoir de revenir dans leur maison. C'est une symbolique forte. On voit ces cibles, qui ciblent des enfants, qui ciblent des journalistes, qui ciblent à peu près le monde. Et surtout, l'idée de ce tableau, enfin de ce dessin, c'est de rappeler Guernica. Alors Guernica, tout le monde s'en souvient, c'est la guerre d'Espagne, c'est la Légion Condor nazie qui va bombarder ce village, cette petite ville, ce village espagnol. Ça fera entre 3 et 6 000 morts, on n'a pas le chiffre exact, mais surtout, c'est la première fois qu'une armée va attaquer, va bombarder une ville de civils. Et après pratiquement un siècle plus tard, on se retrouve dans la même configuration, à valeur inversée. Les sionistes aujourd'hui, qui étaient les victimes d'hier, bombardent une population civile sans défense, parce qu'effectivement, comme à Guernica, il n'y avait pas de système de défense antiaérienne, il n'y avait pas d'aviation, il n'y avait pas de moyens de se cacher. Donc c'est exactement le même type de crime qui a conduit à l'arrivée des fascistes au pouvoir en Espagne et qui a conduit aujourd'hui à la présence de fascistes au pouvoir en Palestine. Très bien, merci Gabal Abina, merci donc pour cette présentation, merci à vous tous pour le débat, on revient dans quelques instants. Matter Holding. Strategic Investments. Vous regardez la grande émission, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on passe tout de suite à l'espace culture. Et avec nous ce soir, 2 Algériens de l'étranger très différents l'un de l'autre, mais qui participent à leur manière à la promotion et au développement de leur pays d'origine. On commence avec Amine Bengenaoui. Bonsoir, vous êtes l'ambassadeur algérien du guide touristique Le Petit Futé. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et puis de l'autre côté, j'ai Sofiane Aïssaoui qui est également avec nous. Alors bonsoir. Bonsoir. Merci. Je vous présente, vous pratiquez les arts martiaux mixtes, vous êtes champion d'Europe, 3 fois champion de France et 2 fois champion du monde en amateur. C'est ça. Rien que ça. Rien que ça. Donc voilà, merci d'être avec nous. Ce soir, on va essayer de mêler le sport avec vous, Sofiane, et le tourisme. D'ailleurs, je vais commencer avec vous. Vous avez un lourd palmarès dans les arts martiaux mixtes. Vous nous avez d'ailleurs amené quelques-unes de vos ceintures qui représentent vos titres et vos victoires. Donc, pour faire rapidement le tour, vous êtes 2 fois champion du monde amateur, vous êtes champion d'Europe, vous êtes 3 fois champion de France, 2 fois champion international professionnel. Vous êtes également ancien membre de l'équipe de France de MMA, qui sont les arts martiaux mixtes, et ancien coach de l'équipe de France de Kempo MMA. Comment est-ce que vous en êtes arrivé aujourd'hui à ce que vous êtes? J'en suis arrivé dans les sports de combat grâce à mon père, qui m'a mis tout d'abord dans le judo, qui est une école de vie, qui m'a appris beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu m'investir dans le MMA, parce que je regardais beaucoup ce sport-là à la télé avec mes frères et avec des amis de la ville où j'habite. Et de fil en aiguille, tout est allé très très vite, les premiers combats et directement l'équipe de France. Vous avez commencé jeune, j'imagine, Sofiane. Du coup, vous pouvez, vous, estimer l'importance du sport pour les jeunes. Vous êtes né en France, vous habitez en France, vous avez sûrement dû côtoyer les jeunes issus de l'immigration, encore des quartiers populaires. Quelle est, selon vous, l'importance du sport dans ce domaine? Au-delà du bienfait physique et mental, je pense que c'est un vecteur d'intégration pour notre société. Je pense qu'un jeune qui est investi sportivement, c'est un jeune qui est bien mentalement, qui va vouloir développer son pays, qui va respecter au minimum sa famille et donc du coup qui va pouvoir performer. Et on sait très bien que le sport, c'est l'image du pays à l'étranger et au niveau national. Justement, vous êtes en Algérie depuis quelques jours, normalement. Est-ce que vous avez des projets particuliers ici que vous voulez mener en Algérie? Tout d'abord, la création d'une fédération internationale de MMA amateur.
En Afrique, seuls le Maroc, la Tunisie, l'Afrique du Sud et le Cameroun ont développé une fédération internationale, enfin en tout cas une fédération nationale, pour se développer au niveau international. Et moi, j'aimerais développer au niveau de l'Algérie une fédération nationale pour pouvoir créer un championnat d'Afrique et pourquoi pas tirer les meilleurs Algériens sur le plan international et sur les championnats du monde à Dubaï ou aux États-Unis. Il y a de l'intérêt ici pour le MMA, ici en Algérie? Vous en avez croisé des personnes? Ouais, beaucoup. Là, ça fait une quinzaine de jours que je suis en Algérie. Donc, j'ai été à Constantine, à Stif, à Borj, Boumerdes et maintenant Alger. Et on voit que l'Algérie, c'est un peuple fort, c'est un peuple de guerriers. Et on a beaucoup de combattants, que ce soit dans le judo, le kickboxing, la lutte. Et l'objectif, c'est de créer potentiellement d'ici quelques années les futures pépites algériennes. Et je pense que le MMA, c'est le futur de l'Algérie. Justement, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été prises par le président Abdelmadjid Tebboune concernant justement la diaspora? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile, en particulier dans votre domaine? Oui, je pense que ça peut être utile. Ça va faciliter le retour, ou en tout cas l'intégration de la diaspora algérienne directement en Algérie. Je pense que ça va faire un retour aux sources pour certaines personnes qui ne sont pas venues depuis longtemps ou qui ne sont pas du tout venues en Algérie. Donc je pense que c'est un bienfait ce que le président a fait. Mais vous, à titre personnel, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez apporter à l'aura internationale de l'Algérie? Avec toute la plus grande démodestie, je suis le seul combattant de MMA algérien qui représente en tout cas l'Algérie, qui combat, qui a son propre club, qui a été sélectionneur d'une équipe de France, qui organise lui-même des événements nationaux et internationaux. J'ai dirigé une fédération en France, donc je pense que toutes ces compétences que j'ai acquises en France, j'aimerais le mettre à disposition de mon pays d'origine pour le faire développer. Donc je pense qu'il y a une plus-value. Vous avez déjà représenté l'Algérie dans vos combats, on l'a vu dans les images qui passaient il y a quelques instants. Vous portiez le drapeau algérien. C'était quoi en fait? C'était quel combat là? C'était contre... Sur mes derniers combats, je représente l'Algérie. On a la chance en tant que combattant professionnel de pouvoir représenter deux pays. Donc au début de ma carrière, quand j'étais amateur, je représentais forcément l'équipe de France parce qu'il n'y avait pas de fédération internationale algérienne. Et maintenant que je suis professionnel, j'ai le choix de choisir soit deux pays, soit un seul. Et je représente l'Algérie. Sur mes derniers combats, c'était pour mon dernier titre international, c'était contre un Serbe et avant ça, c'était contre un Ukrainien. Karim, une question pour notre invité? Oui, moi j'avais envie de vous poser tout simplement la question sur la réputation de cette discipline. On entend beaucoup de choses concernant cette discipline, beaucoup de violence, elle est interdite parfois au niveau des programmes télé parce que ça risque d'inciter les gens à la violence. Et pourtant, quand on vous voit, vous avez l'air calme, sain, vous avez fait l'éloge du judo. Qu'est-ce que vous avez à répondre à des gens qui ont la critique facile concernant le MMA, par exemple? Je pense que le nouveau fait peur, les nouveautés font peur, mais ce n'est pas un sport qui est plus violent qu'un autre. Sur le plan scientifique, sur le plan neurologique, ça a été prouvé scientifiquement que la boxe anglaise et le rugby, qui sont des sports très démocratisés, sont beaucoup plus dangereux au niveau neurologique et provoquent de graves maladies comme Parkinson ou Alzheimer, alors que le MMA, on n'a pas ce genre de problème, de répercussions au niveau santé. C'est un sport de combat, c'est un sport qui représente tous les sports de combat, c'est pour ça qu'on l'appelle MMA, Mixed Martial Arts. Et donc, du coup, on a toutes les valeurs propres aux arts martiaux et aux sports de combat. Donc, je ne pense pas que ce soit plus dangereux qu'un autre. Si quelqu'un était violent par essence, il le serait même sans le MMA. Et le calme que j'ai, je pense que ça doit être grâce à mes parents qui m'ont bien éduqué. Et je pense que ça joue aussi énormément. Mais les enfants vont certainement s'intéresser au MMA, ils s'intéressent au MMA. Qu'est-ce que vous conseillez à des parents qui ont des enfants qui veulent faire du MMA? Est-ce que vous leur conseillez de passer d'abord par le judo, par exemple, comme vous? Ou est-ce que c'est possible déjà de faire du MMA dès qu'on est enfant? Bien sûr. Donc, bien sûr, moi, dans la salle que j'ai en France, on commence les cours de MMA à partir de 4 ans. 4 ans. Voilà, ma fille fait du MMA. Ma fille, machallah, elle est très très bien. Tout se passe bien pour elle, elle est en forme. Il n'y a pas de problème. Donc non, on peut commencer. À l'époque, on ne pouvait pas faire du MMA directement parce que c'était interdit en France. C'était illégal. Maintenant que c'est légalisé depuis 2020, il y a quasiment plus d'enfants qui font du judo ou de la boxe et ensuite basculent vers le MMA, ils font directement du MMA. C'est vraiment démocratisé.
Mais pour en revenir au judo, on sait que c'est un petit peu la force tranquille, c'est cette art martial. Donc hein, c'est vraiment la force tranquille pour avoir un frère qui fait du judo. Donc je sais ce que c'est. C'est quelqu'un de très calme, de posé et tout, un peu comme vous. Donc est-ce que c'est pas mieux peut-être de, je sais pas, comme le MMA, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais je ne sais pas comment ça s'inculque donc aux petits. Je ne sais pas est-ce que on peut leur apprendre justement à être calme, posé, etc. à travers le MMA. Bien sûr. En fait, un cours de MMA pour les enfants, ça fonctionne exactement de la même façon qu'un cours de judo ou qu'un cours de boxe ou qu'un cours de karaté. Il y a un échauffement au début. On leur apprend la terminologie propre à cette discipline. Donc là, ça va être de l'anglais. Et on va leur apprendre à mettre des coups de poing comme à boxe anglaise. On va leur apprendre à tomber et à faire tomber correctement sans blesser son partenaire comme des projections de judo ou de lutte. Et on va apprendre à mettre des coups de pied comme en kickboxing. Donc c'est ni plus ni moins que tous les autres sports en une seule séance. Et on va leur apprendre aussi à ne pas utiliser certaines prises qui peuvent être dangereuses à l'extérieur. Exactement, c'est interdit. Pour revenir à l'Algérie, Sofiane, vous êtes là depuis quelques jours, on l'a dit tout à l'heure. Je vais vous poser une question un peu personnelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti après votre retour ici dans le pays? Je sais d'ailleurs que tout à l'heure, vous avez eu l'occasion de visiter la grande mosquée d'Alger. Qu'est-ce que ce monument civilisationnel évoque pour vous? L'Algérie en général, hein, pas que la mosquée. Ça faisait très longtemps que je ne suis pas revenu en Algérie, toujours pour des problèmes sportifs. J'avais toujours des échéances qui venaient au moment où je devais partir. Et là, c'était le retour aux sources depuis plusieurs années. Et je vois que l'Algérie a beaucoup évolué, les mentalités ont évolué. Le pays c'est beaucoup plus civilisé. Je ne vais pas dire qu'il n'était pas civilisé avant, mais on voit qu'il est beaucoup plus moderne qu'auparavant. Oui. Exactement, il s'est beaucoup plus émancipé. Et tout à l'heure, quand j'ai vu la mosquée, la nouvelle mosquée, c'est digne des plus grandes civilisations. On voit toute la puissance de l'Algérie, la beauté de l'Algérie qui met en avant toute sa culture et toute sa religion. Et je trouve ça tellement magnifique. Et on a réussi, grâce à ce monument immense, à rentrer sur la carte mondiale comme la troisième mosquée la plus grande du monde. Donc voilà, il n'y a que l'Algérie qui l'a fait. Est-ce que vous êtes revenu aussi un peu en Algérie aussi pour ça? Peut-être qu'il y avait un manque aussi en France par rapport à ça, parce qu'on sait que les sportifs aussi ont besoin d'un espèce de réservoir spirituel, psychologique pour se motiver, pour traverser les épreuves. Est-ce que peut-être en France, vous manquiez un peu de ça et vous êtes venu en Algérie un peu en quête de ça, peut-être? Je vous pose la question. En tout cas, personnellement, moi, c'est ce que je recherchais. Je voulais avoir ce retour aux sources. Je voulais sortir de ma zone de confort pour mon prochain combat. Une sorte de pèlerinage. Ouais, exactement. Et un pèlerinage spirituel, un pèlerinage culturel, un pèlerinage physique, c'est vraiment un tout. Je pense que sur toutes les préparations de combat que j'ai faites, c'est la seule préparation que j'ai eue. J'étais auparavant dans plusieurs villes avant d'arriver en Algérie. Et je pense que là, ces 2 semaines que j'ai fait, dernièrement, c'est vraiment les 2 semaines où je me sens le plus apaisé. Voilà. Et lorsque vous revenez de France, vous voulez certainement redécouvrir ou découvrir des endroits, de nouveaux endroits donc à faire ici à Alger ou en Algérie. Tout court, je me tourne vers vous, Sofiane Benguenaoui. Comment est-ce que vous faites pour avoir les meilleures adresses? Je suis un petit peu Amin Benguenaoui. Amin, pardon. C'est lui, Sofiane. Vous êtes Amin. C'est pas grave. Comment est-ce que vous faites pour avoir les meilleures adresses? Est-ce que vous pouvez donner des petits tuyaux du coup à Sofiane? Moi, ce que je cherche de faire, c'est de donner un carnet d'adresses pour Sofiane pour faire son pèlerinage en Algérie. Comment je fais pour contacter ces personnes? Moi, j'essaye de me rendre sur place. J'ai contacté aussi par mail, je l'ai contacté par téléphone. Je prends un téléphone. Quand j'étais en France, je l'appelais directement les directeurs, les responsables des restaurants, des hôtels, pour lui dire qu'à mon arrivée en Algérie, c'est quoi ma mission? La mission de promouvoir la destination Algérie à travers tous les acteurs du tourisme algérien. Quand on parle sur le tourisme algérien, maintenant on voit qu'il y a un grand développement en ce moment. Et ça me plaît de voir ces gens qui me donnent aussi envie de voir d'autres dans le futur. Est-ce que ce n'est pas aussi les hôtels ou les restaurateurs d'ici qui vous contactent, qui voient qu'il y a une promotion, que vous êtes en train de mettre à jour le guide? Est-ce que ce n'est pas eux qui vous contactent directement?
C'est possible. C'est possible qu'ils nous contactent directement. On a un site internet où on peut être en contact avec tous les gens qui s'intéressent à intégrer nos guides Algérie, Alger, Oran. Sauf qu'en général, ils n'ont pas de l'information. Ils ne savent pas à quel moment on va intervenir. Et c'est pour ça, nous, en général, on cherche à prévenir les institutions, l'Office national du tourisme, le ministère du tourisme. Pour eux, ils donnent un petit peu de visibilité à tous les, par exemple, les directeurs d'hôtels, les restaurants très célèbres, aux tour opérateurs, dire « Ah, le petit fêtier arrive en Algérie. Si vous voulez prendre contact avec l'ambassadeur pour intégrer la prochaine édition, faites-la. » La dernière mise à jour sur l'Algérie, elle date de quand? Et qu'est-ce que vous avez rajouté de nouveau concernant l'Algérie? Exactement. La dernière, elle date de 2021. C'est-à-dire que ça a dépassé les 2 ans. Mais qu'est-ce qu'on met de plus? Maintenant, on a vu qu'il y a une grande ouverture. Il y a le gouvernement, il y a un souhait volontaire pour promouvoir la destination Jazair. On a vu dans les derniers jours Wijhati Jazair. Et nous, on essaye d'intégrer plus de variants, loisirs, des complexes, des hôtels avec une vocation différente, des restaurants très traditionnels. Et eux, ils profitent d'une grande visibilité. C'est ça la visibilité. Ce qu'on a trouvé en ce moment, il y a les pages algériennes. Les pages algériennes sur notre site internet, ils génèrent le 2e plus grand trafic en Afrique. C'est-à-dire, les gens ils aussi cherchent Algérie sur notre site internet, le 2e en Afrique. On est devant, par exemple, l'Égypte, on est devant la Tunisie. Ça, c'est énorme. Ça a 660 000 visiteurs par an. Mais c'est peut-être parce que l'Algérie n'était pas un pays qui est attractif auparavant et que maintenant ça a changé. L'Algérie attire beaucoup plus de visiteurs ces dernières années. L'Algérie, c'est un mystère. Voilà, pour moi, c'est un mystère. L'Algérie, c'est une boîte pas loin. Parce que Sofiane aussi, il est en train de découvrir l'Algérie et ça, c'est très bien. Et ben moi, j'ai parlé avec Sofiane tout à l'heure. Je lui ai dit, je vais te donner beaucoup d'adresses. Je l'ai montré à un resto que j'ai mangé hier. Et il a pleuré quand même. Amine, vous qui êtes un expert dans la question, quel est selon vous le principal atout de la destination Algérie? Est-ce que c'est son histoire millénaire? Est-ce que c'est son patrimoine? Est-ce que c'est sa culture qui est très diversifiée? Ou encore, est-ce que c'est l'hospitalité de ses citoyens? Quel est le principal atout? Pour moi, le principal atout, c'est le premier, parce qu'il y en a tellement. Le premier, c'est que tu peux visiter plein de pays dans le monde. Moi, j'ai fait 36 pays dans les derniers 5 ans. Et il y avait toujours quelque chose de ce pays qui en a. C'est-à-dire, un jour, quelqu'un qui veut faire un tourisme en Algérie pour voir la mer, on a la côte magnifique avec plein de différents paysages. Tu veux faire le désert, même le désert, on a tellement tout type de désert. Tu veux faire du ski, la neige, on a aussi. On a tout ce que vous voulez. C'est une destination globale. Pas pour moi, l'Algérie, c'est un continent. C'est un continent avec tous les atouts. Et après, ce qui attire aussi le touriste étranger et surtout francophone, on a une histoire commune qui a touché. Il y a des gens qui ont aussi des grands-parents qui ont vécu ici en Algérie, qui veulent le voir. Et quand ils viennent ici, ils voient l'Algérie authentique. Parce que dans les pays, il y a maintenant le surtourisme qui frappe beaucoup de pays dans le monde. On a vu ça en Italie, en Grèce et tout. Et quand on va là-bas, moi je parle français, il y a tous les Français autour de moi. À un moment, tu te dis non, je ne voyage pas. En Algérie, c'est authentique. Tu vas chez quelqu'un pour acheter, il ne te traite pas comme touriste. Tu es traité comme quelqu'un de chez nous. Ils ne pensent pas que tu es un touriste et on va augmenter les prix. Non, ils s'en foutent. Et on a vu même les derniers gens qui sont passés, ils ont adoré, ils reviennent. Parce que c'est authentique, c'est exactement, on n'est pas là, on ne montre pas une autre personnalité, c'est seulement l'Algérien. C'est ce naturel qu'on recherche. Exactement, et ça, c'est attirant. Ce qu'on cherche dans le monde maintenant dans le tourisme, c'est l'histoire. C'est vivre une histoire, vivre une expérience exceptionnelle. Et plus que c'est naturel, c'est très
très très bien. Un retour aux sources, comme le disait tout à l'heure Sofiane, même pour des étrangers qui viennent peut-être se ressourcer en Algérie. Nouhed le disait tout à l'heure, l'Algérie, en tant que destination touristique, est en train de vivre un regain d'intérêt, qui est une destination qui est en train de devenir de plus en plus populaire. Quels sont selon vous les facteurs de cette popularité? Pourquoi maintenant? Pourquoi Exactement, pourquoi maintenant? Déjà, on a parlé sur tourisme. Les gens, ils en ont marre de voir. C'est comme nous, l'Algérien, à un moment, on partait Tunisie. Et tous les Algériens, à un moment, on dit ah non, j'en ai marre, je vais changer les pays. Et c'est exactement pour nos lecteurs, notre internaute. Et aussi, il y a le mystère. Mystère, c'est, par exemple, on va visiter plein de pays dans le monde et quand on visite, on a déjà des idées. Les Américains, c'est comme ça, les Italiens, c'est comme ça. Mais en Algérie, on n'a pas beaucoup. D'un côté, c'est un inconvénient, parce que moi, je trouve, mais maintenant, ça commence à devenir un avantage. On ne sait jamais à quoi s'attendre, en fait. Exactement. Ouais, des fois, même cette notion de peur, des fois, tu as peur, et quand tu es là, tu te dis, waouh, c'est... Mais est-ce que vous ne pensez pas que les étrangers s'intéressent de plus en plus à l'Algérie parce que justement l'Algérie aujourd'hui est revenue sur la scène diplomatique en force? Bien sûr, au moment qu'on parle de... Parce qu'avant, il y a des gens qui ne savaient pas ce que c'était l'Algérie, ils ne savaient pas où on était. Quand on a regardé beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, quand on montre le drapeau algérien ou quand on demande où se trouve l'Algérie, les gens, ils n'arrivaient pas vraiment à situer, alors que maintenant, les gens le savent. Eh bien, écoute, ça m'a déjà arrivé cette situation. J'ai demandé à des gens, connaissez l'Algérie? Aucune idée. Mais au moment qu'on se met au plan politique, c'est normal, hein. Au moment où tu te mets, Sofiane là il met un peu ses bras et tout le monde le connaît. C'est pareil, c'est dans la politique, c'est au moment où on parle surtout qu'on est juste et qu'on parle sur l'humanitaire, on parle sur quelque chose qui passe dans le monde, on voit. En ce moment, les gens ils commencent à chercher parce que ça ne s'arrête pas aux politiques, ça après culture. Et après, pourquoi, où ça s'est tué, et après on cherche c'est l'inspiration. Ça rentre dans l'inspiration. Très bien. Sofiane, je reviens vers vous. Comment est-ce que vous avez découvert le monde du sport de combat en Algérie et qu'est-ce que vous proposez justement de créer ici en Algérie? Qu'est-ce que vous proposez pour le MMA en Algérie? Je suis venu, comme j'ai dit tout à l'heure, en Algérie pour me ressourcer, pour faire une petite prépa physique, pour finaliser ma préparation pour mon combat. Et en allant dans une salle à Borj, par le plus grand des hasards, je viens pour payer mon adhésion et le responsable de la salle m'a reconnu et m'a proposé de faire visiter sa salle. Et il m'a dit, pendant toute la semaine où tu es à Borj, on t'invite chez nous, tu ne payes rien du tout et tu t'entraînes, on te met à disposition l'équipement, les ressources humaines. Et donc du coup, j'ai vu les infrastructures que l'Algérie possède et franchement, l'Algérie n'a rien à envier à qui que ce soit, vraiment. Ni à la France, ni même aux États-Unis, pour avoir été aux États-Unis. On a de belles infrastructures, on a des coachs de qualité, diplômés. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Je pense que du fait que l'Algérie, en tout cas pour mon sport, ne s'est pas développée sur le plan international, je pense qu'il y a un manque. Et je voudrais combler ce manque. Après, il faut avoir les connaissances. Est-ce que vous avez justement rencontré de jeunes athlètes que ça intéresse le MMA et qui veulent se lancer Beaucoup. Quand je suis allé à Borj pour m'entraîner, j'ai donné de mon temps pendant 1h30 aux adultes et aux jeunes pour faire des séances de photos avec eux. Et je vois les sportifs algériens qui font des sports de combat qui sont plus que compétents. J'ai même en tête un jeune avec qui je me suis entraîné et qui je pense, si vraiment il s'investissait dans le MMA, si en tout cas il avait une infrastructure pour pouvoir développer le MMA, peut être très très bon. Et donc, qu'est-ce que vous proposez? Je propose de rencontrer le président ou le ministre des Sports ou quelques personnes compétentes qui pourront m'aider et collaborer avec moi ou moi collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir développer cette discipline. En tout cas, je pense que déjà le principal, ce serait déjà de faire une fédération pour en tout cas statuer au niveau étatique la discipline et par la suite se développer au niveau continental sur l'Afrique et par la suite l'international. Très bien. Sofiane, vous parliez de l'hospitalité, de la manière dont vous avez été accueillis ici en Algérie. Je reviens vers vous, Amine. Est-ce que vous avez côtoyé des touristes qui sont venus ici en Algérie? Est-ce que vous avez eu des retours? Comment est-ce qu'ils perçoivent l'Algérie? À leurs yeux, comment est-ce qu'ils perçoivent l'Algérie quand ils viennent?
ben moi, j'ai croisé quelques touristes dans l'hôtel. J'étais à l'hôtel Al Jazeera, c'est le X George, et j'ai parlé avec des gens. J'ai dit comment s'est passé votre séjour en Algérie? Bah, tout est bien. Parce que tellement on a des idées, on a une image dans notre tête, on a des idées, on ne sait pas comment. Ouais, un peu préjugé, mais après, ce n'est pas vraiment préjugé, c'est seulement un peu de la peur, ça ne donne pas parce qu'on n'a pas d'informations. Mais au moment où ils sont là, j'ai croisé plein de monde et pour rigoler, j'ai demandé à des Français ou des Belges qui étaient là, est-ce que vous pouvez me donner des adresses? Et vous pouvez me donner des adresses pour voir ces personnes? Et vraiment, j'ai croisé des gens qui m'ont donné ça et après, je suis parti pour voir ces gens qui étaient hyper sympas. Nous, on essaye de donner plus d'idées sur l'Algérie. En même temps, on laisse un peu authentique, comme ça les gens ils vont chercher quand même. Mais en général, lorsqu'on a des touristes qui viennent en Algérie, la première destination, c'est directement le Sahara. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, faire découvrir d'autres régions de l'Algérie? L'Algérie, vous avez dit, c'est un continent, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés, de l'Est à l'Ouest, le centre aussi. Quels sont les conseils que vous donnez justement aux touristes? Quels sont les endroits qu'il ne faut pas rater? Ah waouh, c'est une question simple mais un peu complexe pour moi. Et ouais, c'est en 2 phrases. Aïe aïe aïe. Visiter les 58 wilayas, c'est ça. C'est les 58 wilayas. C'est tous les 58 wilayas et on a quelque chose. On a toujours quelque chose de différent. C'est pour ça moi ce que j'adore en Algérie, même quand on se déplace dans l'ouest, l'est, nord, sud, c'est pas un passage perdant. C'est-à-dire on perd de temps pour passer de point A à point B. C'est tout le trajet, c'est une visite. Oui, c'est une découverte. On a vu des motards qui ont fait la côte. Oui. Ben, ils pleurent toute la côte. Ils disent oh, regarde, on fait la photo ici. C'est ça. L'Algérie, c'est grand. Il faut visiter tous les endroits. Et moi, je demande à ces gens qui habitent ces villes qu'ils aussi essayent de interagir avec ces personnes. Tu vois, ils rentrent en discussion, ils leur racontent un peu de l'histoire, parce que c'est ça l'Algérie. J'ai fait plein de villes, j'ai découvert des choses en Algérie que je ne connaissais pas. J'ai fait Constantine, je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça tellement magnifique, j'ai passé une journée là-bas et je suis sûr que je n'ai rien vu. J'ai fait la ville de Djamila, où j'ai vu la cité romaine. Franchement, il y a des trucs en Algérie, c'est tellement incroyable. Et j'ai fait tellement de vidéos, je vais faire des petits montages que je vais diffuser sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie que l'Algérie soit plus touristique, mais je ne veux pas qu'elle soit touristique non plus. Oui, exactement. Pour pas qu'elle soit abîmée, pour pas qu'elle soit... Oui. Je veux vraiment, comme tu as dit tout à l'heure, l'authenticité du pays fait que c'est le charme du pays. Et je ne veux pas que... je ne vais pas citer de noms de pays pour ne pas me mettre à dos tous les autres pays, mais je n'ai pas envie que l'Algérie devienne comme les autres pays avec le surtourisme. Et non, je pense que le faire découvrir, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. En tout cas, Sofiane, est-ce qu'on peut parler aussi de l'importance du sport pour faire découvrir justement ces pays comme l'Algérie? On remarque souvent qu'il y a plein de compétitions de différents sports qui se déroulent dans des pays parfois qu'on ne connaît pas. Et donc, ça fait découvrir justement aux athlètes ces pays, ces athlètes qui vont ensuite en parler autour d'eux, etc. Donc, finalement, c'est un bon vecteur. Oui, c'est un très bon vecteur. Déjà, juste le fait d'être un ambassadeur de son pays en portant son drapeau, quand on va voir des combattants ou des sportifs étrangers qui ne connaissent pas notre drapeau, ils nous demandent c'est où, on leur montre sur la carte d'où on vient, quel est le pays, le continent. Donc du coup, on participe au développement indirect du tourisme algérien. Donc ouais, le sport, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a un pays que vous avez découvert justement comme ça? Un pays sur lequel peut-être vous aviez des appréhensions, des idées reçues et que vous avez découvert grâce au sport? Sincèrement, j'ai fait beaucoup de pays. J'en ai fait beaucoup. La Thaïlande peut-être? Jamais de la vie j'irai en Thaïlande. Pour le coup, j'ai beaucoup d'a priori sur la Thaïlande. Oui. Vous voyez, la Thaïlande, c'est le typique exemple où je ne veux pas que l'Algérie devienne comme la Thaïlande. D'accord. C'est tellement trop visité, ça a une image tellement négative et je ne veux pas que... À la rigueur, je préfère qu'on ait de la crainte vis-à-vis de l'Algérie pour pouvoir venir, qu'on ait une mauvaise image de l'Algérie parce qu'on est trop venu dedans. Tourisme de masse, c'est ça que vous critiquez. Mais après, c'est ma crainte. Mais après, c'est des pays sans visa, on peut le visiter quand on veut, à l'heure où on veut. Et l'Algérie, en tout cas maintenant, on a sans visa à l'arrivée dans les aéroports dans le sud algérien, mais il faut passer via une agence.
C'est-à-dire il faut déjà un minimum. Moi, je ne pense pas que l'Algérie, ça va être un surtourisme. L'Algérie, c'est le charme, c'est l'authenticité. Et après, ce qu'on cherche, c'est de ramener, c'est un marché, c'est le tourisme. Par exemple, vous voyez ici, j'ai le petit fêtier où il y a la Chine, c'est le MAG, c'est le magazine 2 fois l'année. La Chine, c'est le deuxième PIB dans le monde. Pour l'image aussi, c'est pas que pour Exactement. Il y a l'image, l'image. il y a la fierté de montrer ce qu'on a comme culture. Parce qu'on a des légendes en Algérie qui ne sont pas connues. Le passé, c'est qui Amir Abdelkader, c'est qui Lalla Fatima Nsoumer, par exemple. Ça, c'est des symboles qu'on peut le passer juste à travers ça. Les gens, des fois, ils voyagent sans venir, juste en lisant. C'est bon? C'est bon, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Un dernier mot, Sofiane, avant de nous quitter. Ensuite, je vous donnerai aussi un dernier mot, Amine. Merci à L24 de m'avoir invité. Merci à vous tous, à vous toutes de m'avoir accueilli. Merci au peuple algérien de m'avoir accueilli, de m'avoir aidé dans cette préparation. Inch'Allah, la semaine prochaine, je ramènerai un nouveau titre. Et ce titre-là, il sera 100% algérien, puisque j'aurai finalisé cette préparation pour l'Algérie. Donc voilà, bon, merci. Je vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs. Merci beaucoup, c'est gentil. Amine, un dernier mot? Moi aussi, je vous remercie pour l'accueil, pour me mettre en contact aussi avec Sofiane et toute l'ambiance qu'on a. Merci donc à tous d'avoir été là. Merci Amine Bengenaoui et Sofiane Aissaoui d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je remercie également Gamal Abina et Sofiane Baroudi qui étaient avec nous en première partie d'émission, ainsi que toute l'équipe qui m'a accompagné pour cette émission. Karim Narimen, merci à vous également. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouve très bientôt. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Ce programme vous a été présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.